Bonjour, bienvenue dans les coulisses de ton alimentation. Je suis Maguelone Pontier, directrice du Grand Marché. Et aujourd'hui, notre épisode est consacré à l'alimentation pour tous. Aujourd'hui, 8 millions de Français ne mangent pas à leur faim. On s'est interrogé sur les inégalités géographiques, territoriales, sociales, salariales, sur l'accès à l'alimentation. Donc on va aujourd'hui au cœur des cantines scolaires, de la ruralité, de l'aide alimentaire pour répondre à toutes ces questions. Bonjour Jean-Louis, tu es à la tête du GESMI, le groupement des épiceries sociales et solidaires Midi-Pyrénées. Aujourd'hui, un Français sur 6 ne mange pas à sa faim. Quel est ton rôle dans cet immense problème? La question de l'aide alimentaire en France se pose depuis de nombreuses années. Il y a eu des facteurs aggravants ces dernières années à travers les crises économiques, des crises extérieures aussi qui ont renforcé l'inflation. L'aide alimentaire, en fin de compte, c'est une chaîne avec beaucoup de maillons. Il existe des têtes de réseau, le Secours populaire, le Secours catholique, les Restos du Cœur, les banques alimentaires. Les épiceries sont un des maillons. C'est une façon d'aider un public en précarité. Les épiceries se distinguent par le fait de pouvoir mettre à disposition en libre service des produits que les personnes donc peuvent choisir et pour lesquels ils donnent une petite participation financière, ce qui leur redonne de la valeur, de la dignité. Et d'où viennent ces produits? Principalement des dons et aussi des achats qui peuvent être faits de façon mutualisée entre les différentes structures. Les dons peuvent provenir de producteurs, d'industriels, collecte auprès de la grande distribution qui est aussi et qui était une source très importante mais qui malheureusement a tendance à diminuer ces dernières années. Quand il y a ce genre de collecte, qu'est-ce que je dois donner comme produit? En priorité des produits de base, mais pas que. Les produits de base, j'imagine que c'est du lait, des pâtes, du riz. Farine, tout ce qui peut être aussi cuisiné, des légumineuses. À travers ce don de produits et cette récolte de produits, un facteur qui doit être mis en avant, c'est qu'il faut réapprendre aussi à cuisiner. Il faut manger des fruits et des légumes. Du coup, tu me dis que dans ces collectes, il n'y a pas de fruits et légumes. Comment la population la plus modeste, la plus éloignée d'un accès à l'alimentation peut justement manger des fruits et légumes? C'est un vrai problème. Les fruits et légumes qui nous sont souvent donnés sont souvent des produits en fin de vie ou de moins bonne qualité. C'est un facteur qui fait que les personnes n'en consomment pas. Donc on était obligé de développer certains circuits, des relations un peu privilégiées avec des producteurs, avec des chantiers d'insertion comme les jardins de cocagne aussi, qui peuvent nous destiner une certaine partie de la production. Près d'un Français sur deux qui bénéficie de l'aide alimentaire travaillent. Qui sont les gens qui bénéficient de cette aide alimentaire? Malheureusement, avec des contextes quand même économiques, géopolitiques qui ont été difficiles, pandémiques même aussi, notre société s'appauvrit sur certaines classes de la population et en particulier de plus en plus de travailleurs qu'on appelle des travailleurs précaires dont le pouvoir d'achat a fortement diminué, mais aussi des retraités, des étudiants aussi, une catégorie de population qui s'est vraiment élargie. Alors qu'est-ce qu'est le fonds Mieux manger pour tous et qu'est-ce que ça change? C'est un fonds qui a été donc décidé par l'État il y a 4 ans maintenant. C'est une enveloppe qui est renouvelée chaque année sur 3 ans. Il permet aux organisations, aux structures d'aide alimentaire d'avoir des crédits, des subventions pour pouvoir acheter des produits de qualité avec un label de proximité, avec des producteurs locaux, des produits sains, des produits bio, de les rendre ainsi accessibles à des publics en précarité. Traite à la fois les problèmes finalement de malnutrition et des problèmes d'accès à une alimentation de qualité. Quand on sait que toute une catégorie de personnes en précarité sont plus fragiles, souffrent de plus d'affections, des diabètes, comme du surpoids, de l'obésité, en raison d'une alimentation non choisie, subie, ce programme a amené vraiment une différence. Et toutes les structures de l'aide alimentaire se réjouissent de ce plan, un grand changement dans nos pratiques en tant que structure, mais aussi dans l'offre que nous pouvons proposer au public précaire. Merci beaucoup pour toutes ces réponses à nos questions. Avec plaisir. Bonjour Sandra, tu diriges un véritable paquebot de la restauration toulousaine. Tu prépares et tu sers 35 000 repas par jour. À qui? Je suis la directrice de la cuisine centrale de la ville de Toulouse. On cuisine à destination des enfants qui sont scolarisés dans les écoles de la ville, maternelles, élémentaires. 213 écoles. On a 17 restaurants seniors municipaux. C'est des seniors qui se déplacent sur des structures comme des cantines en fait scolaires, sauf que c'est à destination des seniors, encore valide, pour qu'ils puissent venir déjeuner le midi et ensuite on peut leur proposer des activités. Et ensuite le restaurant social qui est sur l'île du Ramier où on sert aussi 780 repas jour pour des personnes en précarité alimentaire. On a parfois une mauvaise réputation de la restauration collective. Est-ce que quand on cuisine en gros, on cuisine mal? Alors j'espère que non. Souvent, plus c'est gros, plus on associe ça à de l'industriel, de la malbouffe, etc. Une cuisine centrale, ça permet d'optimiser. On a 213 écoles. Si on cuisinait dans chacune des écoles, ça fait 213 cuisiniers, 213 fours, 213 cellules de refroidissement. C'est énorme en investissement. Pour que les collectivités puissent continuer à proposer un repas accessible pour tous, il faut arriver à optimiser. Et on optimise en faisant un seul point de fabrication qui dessert toutes les structures.
Mais pour autant, on cuisine des produits frais, pas que évidemment, on fait aussi du surgelé, de la conserve. On a des cuisiniers qui ont tous un CAP cuisine et qui sont là pour cuisiner. Pour les familles, un repas, notamment pour les scolaires, ça va coûter entre 1 € et 6,50 €. Parfois, certaines personnes vont dire que c'est cher. On sait très bien que ce n'est pas cher du tout. Non. Explique-nous le coût pour la cuisine centrale. Le coût denrée, c'est entre 2,20 € et 2,30 €. Il faut rajouter donc la masse salariale de tous les gens qui travaillent à la cuisine, les fluides, l'électricité, eau, l'investissement sur les machines, le transport sur les écoles. On a tout ce qui est aussi investissement pour améliorer les offices. Donc il faut aussi changer les fours. On a aussi du personnel. On a tout ce qui est animation sur les repas, puisque nous, on a déclaré dans toutes les écoles aussi pour animer les repas. Mis bout à bout, là, tous ces coûts, amortissement, etc., on arrive entre 10 et 12 € pour la collectivité. C'est énorme. C'est le double de ce que payent les familles les plus aisées. D'où le vrai service public qui est la restauration, notamment scolaire, en France. Est-ce que tu peux nous décrire un menu type? On a aussi des obligations. Tout est super normé sur les menus. Déjà, il faut qu'il y ait un équilibre sur 20 jours de menus consécutifs. Par exemple, en accompagnement de la viande, systématiquement, il faudra dans les 20 jours qu'il y ait 10 fois un légume, 10 fois un féculent. Un menu en lui-même, il faut qu'il ait à la fois une crudité, donc ça veut dire un légume ou un fruit cru, donc soit en entrée une salade verte, soit un fruit en dessert. Il faut qu'il y ait un apport en protéines, viande, poisson, œufs, ou en végétarien, une association légumineuse céréales qui fait aussi protéines végétales. En accompagnement, donc un féculent ou un légume cuit, un produit laitier obligatoire. On pourrait lancer un défi aux familles d'arriver pour ces tarifs-là à faire ce type de repas sur 20 jours et diversifié. On a beaucoup parlé de la loi Egalim. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est et ce que ça a changé pour toi dans les cuisines centrales? Cette loi-là, elle a vraiment changé beaucoup de choses. À la fois l'introduction d'un menu végétarien par semaine. Jusqu'alors, c'était pas obligatoire. Là, c'est obligation de sortir du plastique. Jusqu'à présent, on conditionnait dans des barquettes en plastique. Depuis le 1er janvier 2025, c'est interdit. Pas 36 000 solutions, il est resté l'inox, la porcelaine ou le verre. Nous, on est parti sur l'inox. Juillet 2025, pour la ville, c'est un investissement de plus de 4 millions d'euros parce qu'il a fallu tout changer. Puis c'est du matériel qui revient, qu'il faut laver. On a externalisé une partie parce qu'on n'avait pas capacité à tout faire aussi. Donc tout ça, ça coûte. Et ensuite, il y a toutes les obligations au niveau des achats. Il faut qu'on ait au minimum 50% de produits dans nos achats qui soient issus de filières durables et responsables. Donc ça veut dire tout ce qui est label rouge, IGP, AOC, tous ces signes officiels de la qualité et de l'origine, dont 20% de bio. Et donc à Toulouse, on est à 59% de produits durables et de qualité, dont 32% de bio. Et c'est vraiment une volonté politique, parce que pour arriver à acheter ça, il faut qu'on nous donne les moyens de l'acheter. Et on a la chance à Toulouse d'avoir depuis de nombreuses années cette volonté-là, où on nous donne les moyens de pouvoir acheter des produits de qualité et du coup, avec les professionnels qu'on a en cuisine après, de proposer des plats de qualité aux enfants. On mange mieux, statistiquement, d'après ce que tu me dis en tout cas, oui, à la cantine qu'à la maison. Donc avis aux parents et aux enfants pour une discussion ce soir à table. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bonjour Jérôme, tu es le patron de Banquise. Banquise, c'est une épicerie rurale itinérante. Explique-nous ce qu'est un désert alimentaire et ce que tu fais. Et un désert alimentaire pour nous, c'est les zones en France où les gens sont à plus de 20 km aller-retour d'un supermarché, d'une épicerie. Ça concerne 11 millions de personnes quand même. Toutes ces personnes-là ont besoin d'une alimentation saine, durable, au plus près de chez eux. Qui sont ces gens qui habitent à plus de 20 km aller-retour de commerce? On en a plusieurs. On a souvent en tête de se dire la mamie qui habite au fin fond de toutes les belles régions qu'on dessert. Ces personnes très âgées, 75 ans et plus, qui sont parfois seuls, ont des solutions déjà existantes, des livraisons de repas et autres. Et ils vont trouver chez nous des produits pour compléter. On a aussi les jeunes retraités qui vivent la campagne après une vie en ville. Troisième type de clients qu'on a, ce sont des agriculteurs eux-mêmes qui ont vraiment pas le temps d'aller faire les courses pour le coup, et donc le camion magasin qui vient chez eux, c'est parfait pour eux. Sans oublier les familles rurales, parfois par choix de vie, parfois parce que leur métier les amène là-bas. Banquise, c'est une épicerie, un camion magasin qui vient à vous. On a 35 chauffeurs, 35 vendeurs qui vont sillonner le Massif central tous les jours pour visiter 40 à 50 clients. Ils vont arriver chez vous. Ensuite, on va choisir sur ce magnifique catalogue les produits. On va aller chercher au camion les produits, les mettre dans le congélateur ou dans le placard de la personne, évidemment se faire régler et leur laisser la date du prochain passage avec les produits en promotion en leur disant « à dans 4 semaines ». Et ça nous arrive très régulièrement que quelqu'un ait besoin de rien et on lui dit bah, « c'est pas grave, on reviendra le mois prochain ». Comment ça se fait qu'il y ait autant de déserts alimentaires? C'est un problème général en France qui est la désertification des centres-villes. Aujourd'hui, on évalue à 30 000 villes et villages sur les 36 000 villes et villages existants en France qui n'ont plus aucun commerce. Et en général, il reste
une boulangerie pour 4, 5, 6, 10 villages. C'est pour ça que nous, on ne fait pas de pain. En France, les zones sont très orientées sur un produit, l'élevage, la monoculture végétale et autres. Donc, nous, on amène justement les produits, notamment le poisson, notamment la glace, etc., qui ne se fait pas partout. On voit en conclusion que c'est plus facile de bien manger ou de manger plus facilement en ville qu'à la campagne. Mais Oui. est-ce que c'est moins cher ou plus cher? Nos produits dans notre camion, ils sont vendus un peu plus cher qu'en grande distribution, tout simplement parce qu'il faut quand même payer le camion, le fait qu'il soit venu jusqu'à chez vous, etc. Donc environ 10-15% pour certains. Par contre, évidemment, il n'y a pas de frais de livraison, il n'y a pas de choses à payer en plus. Vous avez dans une région qui va faire du vin, la facilité d'avoir du vin au prix du producteur. Dans une région de viande, vous pouvez avoir des abattoirs en direct ou des choses comme ça, mais très largement, ce qui est assez fou, par exemple, un poisson qui est pêché en Bretagne, il arrive à Rungis et il repart pour la Bretagne pour aller au Leclerc de Bretagne à 30 km de là où il a été pêché. Donc il y a des aberrations comme ça en France qui sont du fait de l'organisation de la logistique actuelle et on a beaucoup à progresser là-dessus. Merci Jérôme. Merci à toutes et tous d'avoir partagé ce moment avec nous et d'avoir écouté ce nouvel épisode des coulisses de ton alimentation. Je vous invite à présent, après avoir écouté nos invités, à vous interroger sur votre rapport à l'alimentation. Cet épisode a déconstruit les idées reçues. On mange bien finalement à la cantine et on ne mange pas forcément bien en zone rurale. Donc je vous invite à partager vos réactions, vos commentaires sur nos réseaux sociaux où vous pouvez retrouver l'intégralité de cet épisode. Merci à tous.